Bon lundi tout le monde, bienvenue à En toute liberté avec Joey Aubé et le grand retour de notre cher doc préféré, Karim El Ayoubi. Très content de le revoir. Aujourd'hui, pour sa première de cette saison, on va parler d'un article qui a passé dans le National Post sur les chiffres des jeunes de 18 ans et plus, mais également de moins de 18 ans qui ont eu des opérations de mastectomie au Canada. C'est quand même assez surprenant. On va en parler avec Karim. Et également, une étude qui vient de la Suède par rapport aux effets à la fois positifs et négatifs que les traitements hormonaux auraient pour les gens possédant en fait la dysphorie de genre. Donc, on en parle dans un instant à En toute liberté. Salut Karim. Hey, salut Joey, ça va? Oui, content. Merci d'avoir accepté de continuer avec nous pour cette saison-ci. Toujours apprécié d'avoir notre professionnel de la santé qui nous jase un peu de tout ça. C'est toujours de le fun. Je pense que les auditeurs sont contents aussi de te revoir. Fait que ça va être le fun. Même Mouture, pareil. C'est ce que c'est ça. C'est rendu moi qui gère la barque, mais c'est ça. Pour ceux. Je ne commencerai pas à vous voyer Karim, on se connaît pas mal aussi. On s'implique à différentes places, disons, mutuelles non plus. Fait que c'est pas comme si on se connaisserait pas. Donc, c'est ça. Fait que Karim, tu voulais nous jaser d'un article du National Post. Oui, ben pas juste du National Post. Je t'ai envoyé deux articles avec une étude greffée au Ouais. deuxième article. Puis bon, en passant, ben, je salue tous les auditeurs. Ça me fait vraiment plaisir d'être de retour cette saison. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de stock à parler. Puis là, j'utilisais un peu ces deux articles-là pour aller plus en profondeur dans le sujet. Parce que, tu sais, on entend plusieurs choses d'un côté et de l'autre. D'un côté, il y a des conservateurs qui s'imaginent qu'il y a des docteurs Frankenstein cachés dans les murs pour aller enlever les enfants puis leur faire des mastectomies à tous les coins de rue. D'un autre côté, on a cette tendance ici comme société à vouloir absolument être les plus progressistes de la planète le plus vite possible. Tout ça, c'est pas un jeu. Puis c'est quand même assez sérieux. Et je voulais qu'on regarde un peu quels sont. Refaire l'histoire. Oui, le document du National Post qui montre qu'il y a, il y a un nombre quand même non négligeable d'enfants, d'adolescentes qui ont eu des mastectomies pour des transitions de genre. Donc, on parle d'un traitement irréversible, naturellement. Mais essayons de démêler tout ça ensemble. Parce que quand Oui. on regarde un peu dans l'actualité, tu sais, c'est quoi de la dysphorie de genre? C'est quoi, je veux dire, une transition de genre? C'est quoi des bloqueurs de puberté? Rappelez que les histoires, les drag queens, ça n'a absolument rien à voir avec la dysphorie de genre. La dysphorie de genre, c'est quelque chose d'autre. On va tout regarder ça ensemble. J'aurais tendance à définir le terme dysphorie de genre, c'est quoi au départ? La dysphorie de Mhm. genre, c'est encore considéré en 2023 parce que le manuel de psychiatrie qu'on utilise beaucoup en Amérique du Nord, ça s'appelle le DSM. Okay? Il y en a 5 versions. La dernière est celle du DSM-5. La dysphorie de genre, c'est considéré comme une pathologie psychiatrique, encore en 2023, selon le DSM-5. Est-ce que dans le DSM-6, ils vont adapter? Ça restera à voir, mais pour l'instant, c'est encore considéré comme une pathologie. C'est à combien d'années, Karim? Il y a combien de périodes, en fait, entre chaque DSM qui est publié? Ouais, bah, très bonne question. Il y a quand même pas mal de temps. C'est une excellente question. C'est-tu par décennie? C'est-tu par. Le DSM, je vais te dire exactement, puis là, il va sortir bientôt le DSM-6. Le DSM-5, ça fait 8 ans qu'il est sorti. Donc, tu en as pas mal un par décennie. OK. Donc, là, ça fait 8 ans, puis là, le prochain va sortir bientôt. Ah, Donc, mais de ce que je vois, du moins, en tout cas, je le google rapidement, puis ça marque 2013, donc ça va être proche de 10 ans, sinon pas. proche de, proche de 10 ans. Dans certains pays, peut-être qu'ils l'ont publié par après, mais quand même. Ouais. Donc, c'est ça. Est-ce que, parce que dans la littérature, c'est de plus en plus controversé, est-ce que on va l'appeler maladie ou est-ce qu'on va dépathologiser, entre guillemets? On verra, mais encore à l'heure actuelle, c'est considéré comme une pathologie mentale et je décris, là, c'est quoi la définition? C'est une détresse psychologique d'une personne transgenre face à l'inéquation entre son genre assigné à la naissance et son identité de genre. On comprend tout Mhm. ce que ça veut dire. Mais c'est très important. Pour les pathologies mentales dans le DSM, vous allez toujours voir ça. Il faut qu'il y ait une détresse psychologique. Autrement dit, c'est pas toutes les trans qui souffrent de dysphorie de genre. On se comprend? C'est Oui. la dysphorie de genre.
c'est, selon les statistiques du DSM, 0,005 à 0,014 chez les adultes masculins et un peu moins, 0,002 à 0,003 adultes nés femmes. Donc, ça, c'est les statistiques officielles. C'est rare. C'est une entité qui est rare et elle n'est pas toujours traitée par une transition. Maintenant, si on regarde un peu là, les traitements, là, au niveau des traitements, moi, j'aurais tendance on va les classer entre traitements irréversibles et traitements réversibles. C'est assez important de faire la différence, hein? Parce que là, avant de parler des mastectomies puis des changements de sexe, on va regarder qu'est-ce qui se fait les premières étapes. Les premières étapes, lorsqu'une dysphorie de genre est diagnostiquée une vraie là, par des psychiatres, c'est pas le changement de sexe tout de suite. C'est les premiers traitements proposés, c'est plus de l'aide psychologique, des groupes de soutien, psychologues, travailleurs sociaux. S'il y a des comorbidités de dépression ou d'anxiété, on peut utiliser des anxiolytiques ou des antidépresseurs, mais c'est pas là, le changement de sexe là, tout de suite. Après ça, lorsque il y a vraiment la souffrance psychologique est trop grande, puis on n'est pas capable ni avec du soutien psychologique, ni avec une thérapie de la parole, ni avec des médicaments, qu'on n'est pas capable de soulager la souffrance. À partir de ce moment-là, il va y avoir une discussion à savoir est-ce que le meilleur traitement possible pour soulager la souffrance de la personne serait un changement de sexe. OK? Et au niveau des changements de sexe, regardons les traitements qui sont des traitements réversibles. Ça s'appelle les bloqueurs de puberté. OK? Ce qu'on appelle des inhibiteurs d'hormones. Eux, c'est assez facile. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller inhiber une petite substance à la base de ton cerveau, OK? Qui, elle, sécrète des hormones ces hormones-là vont envoyer un signal aux ovaires des femmes de sécréter de l'estrogène et aux testicules des hommes de sécréter de la testostérone. Et là, c'est là que la puberté apparaît. Les bloqueurs de puberté sont réversibles, c'est-à-dire que à partir du moment, disons que tu les prends, je ne sais pas moi, à 13 ans, puis tu les arrêtes à 16 ans, ta puberté va se développer après. OK? Donc ça, le but des bloqueurs de puberté, au départ, c'est prescrit depuis les années 90. Hein. C'était prescrit pas pour une dysphorie de genre, mais c'était prescrit dans les années 90 au départ, puis encore maintenant, pour ce qu'on appelle des pubertés précoces qui viennent avec Oui, très jeune âge, là. Exactement. Donc, tu sais, c'est sûr que tu pour arrives... ceux, Oui, pour ceux qui sont réversibles, Karim, y a-tu quand même certains effets, je dirais pas certaines secondaires, mais certaines séquelles qui peuvent quand même subsister ou c'est à 100% réversible puis il n'y a aucun effet, en fait, aucune, je vais pas dire aucune trace, là. Donc, je comprends que c'est pas très visible, mais Super de bonne question, Joey. Tout est là, tout est le débat. Et c'est là que ce qu'on va discuter là, bientôt. c'est le crunchy, finalement. Exactement, c'est un petit peu ça parce que vraiment, ça change tout. Puis quand tu poses la question en médecine, est-ce que c'est 100%? La réponse, ça va pas mal toujours être non. La médecine n'est pas une science exacte. Hein? Beaucoup la qualifient plus d'un art au carrefour de plusieurs sciences que d'une science dure comme telle. Donc, la réponse à ta question, c'est non. Il n'y a pas zéro effet secondaire et il n'y a pas zéro séquelle possible. Sinon, je veux dire, on n'aurait probablement même pas la discussion qu'on a en ce moment. Non, c'est ça. Même tout médicament, en tout cas, je peux me tromper, mais la très grande majorité des médicaments qu'on prend ou qui sont prescrits ont toujours des effets secondaires à tort ou à raison aussi. Fait que Absolument. c'est un peu. Je pense qu'on peut dire que la médecine, c'est quasiment contrairement, comme tu dis, c'est pas un bloc monolithique. Je pense que c'est bien la science qui bouge le plus, qui est la plus en mouvance avec toutes les nouvelles, justement, les nouvelles découvertes qu'on découvre également, les nouveaux médicaments, les nouvelles techniques de traitement des patients et tout, là. Tout à fait. Et des fois, il y a des choses qui nous amènent à rétro-pédaler, ce qu'on voit. Donc là, ce qu'on regarde, on va continuer dans le chapitre des bloqueurs de puberté. Oui. C'est que là, tu as l'hôpital. Puis moi, j'aime toujours, quand on parle de choses qui sont plus novatrices, qui sont plus controversées, j'aime ça regarder ce que d'autres pays font. OK? Avant de se dire, on est des tout courants. Tu sais, quand on regarde, mettons qu'on regarde l'article du National Post, on pourrait. Oui, je peux le mettre à l'écran. Ben oui. Je l'ai traduit en français avec Google Translate. Ah, donc, OK.
C'est ça, peut-être les gens vont comprendre. Pour ceux qui nous écoutent en audio, donc l'article va comme suit. Bien sûr, c'est le titre francophone. Des centaines d'adolescents trans de moins de 18 ans ont eu des seins enlevés au Canada selon les nouvelles données. Un article du National Post datant du 29 septembre 2023. Donc, ça va faire 3 jours prochainement. C'est ça. On marque des inquiétudes ont été exprimées au sujet des mastectomies chez les adolescents lorsque des incertitudes existent au sujet des effets sur la santé à long terme et de la possibilité de regret. J'assume que ça doit être reject, là. Le Oui, regret et reject en général. Ouais. non, 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 la possibilité de regret, c'est vraiment regret OK, oui, 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 je parce que comprends. comme c'est irréversible, idéalement, tu veux pas que les patientes qui ont eu une mastectomie le regrettent plus tard parce que là, Oui, c'est absolument. irréversible. Oui, tu peux toujours avoir des prothèses mammaires, mais on s'entend, c'est quand même irréversible. Tu n'auras plus jamais, là, t'auras plus jamais tes vrais seins naturels. Donc là, c'est Oui. vraiment irréversible. Et là, ça va nous amener parce que dans les traitements irréversibles, tu as naturellement les mastectomies, tu as les changements de sexe et tu as aussi les hormones d'affirmation de genre, c'est-à-dire pas les bloqueurs de puberté, mais les hormones, c'est-à-dire donner de la testostérone par exemple, à une adolescente ou donner de l'estrogène à un jeune garçon adolescent. Ça, c'est des hormones d'affirmation de genre, ça a une composante irréversible et naturellement, les chirurgies complètement irréversibles. Bon, maintenant, le but des hormones, des bloqueurs d'hormones, ils ont été donnés depuis le début des années 2000 pour des dysphories de genre chez des jeunes un petit peu partout en Occident. On en parlait moins, par contre. C'était moins à la mode, c'était moins médiatisé, mais oui, on en donnait. Le but ultime, c'était pas de faire une transition nécessairement à l'adolescence au départ, c'était plus de soulager la souffrance de l'adolescent que tu avais essayé toutes les autres thérapies possibles, ça ne fonctionnait pas. Donc là, de bloquer sa puberté et de le laisser attendre quelques années qu'il mature pour décider est-ce qu'il veut vraiment faire une réelle transition. Donc l'intention était louable, était bonne au départ. Mais, tu sais, des fois, on veut bien faire, puis ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la bonne chose. Bon, des fois, l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme on dit. Tu m'as enlevé les mots de la bouche, j'allais exactement dire la même chose. Exact, c'est ça. Donc là, on voit, puis moi, je regarde beaucoup les pays scandinaves de leur côté. Pourquoi? Parce qu'ils sont progressistes de par leur nature. Et c'est sûr que d'aller regarder ce qui se fait en Alabama ou au Texas, c'est pas qu'ils sont pas bons. Ils ont des très bons centres hospitaliers là-bas, là, c'est pas ça. Mais des fois, tu peux avoir un peu comment je peux dire, de biais religieux en arrière. Donc, ce que je Oui, fais, ce qu'on appelle en anglais le confirmation bias, un peu, là, tu sais, c'est le biais confirmé, là, ça passe un petit peu plus d'un côté que de l'autre, là. exactement. Donc là, moi, je me dis, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe du côté des. Parce que je voyais un peu dans les nouvelles aussi qu'il y avait des pays progressistes qui rétro-pédalaient par rapport à ça, dont la Finlande et la Suède. Rappelons, la Suède, c'est le premier pays au monde à avoir reconnu la dysphorie de genre en 1997, de mémoire, 92 ou 97. Non, 1992, je crois. C'est le premier pays au monde à l'avoir reconnu. Donc, s'il y a un pays qui est progressiste, c'est la Suède. Mais eux, maintenant, mais en Suède, pour avoir une chirurgie irréversible, OK, une chirurgie de changement de sexe irréversible, ça prend 18 ans quand même. Et là, on parle d'un pays très progressiste parce qu'eux, ils se disent, regardez, si c'est irréversible, si les personnes ont des risques de le regretter, à l'heure actuelle, on n'a pas suffisamment de données scientifiques pour vraiment s'assurer qu'à 14 ans, le changement de sexe, la personne, là, on est pratiquement sûr qu'elle ne regrettera pas. Donc, eux sont quand même plus conservateurs que nous sur cet aspect, malgré que c'est un des pays les plus progressistes au monde. Là, on parle des choses irréversibles. Mhm. Même les choses réversibles, tu as l'hôpital Karolinska de Suède. C'est pas n'importe quel hôpital, là. Ça, c'est l'hôpital du Nobel de médecine. C'est là où le Nobel de médecine a été décerné dès le début. Là. Et c'est un des hôpitaux, si tu regardes dans le ranking international, okay, tu as les deux plus gros hôpitaux les mieux rankés au monde, c'est Mayo Clinic, Cleveland Clinic aux États-Unis. Et tout de suite après, tu as l'hôpital Karolinska de la Suède. C'est l'hôpital le plus ranké en Europe et le cinquième ou sixième au monde. OK, c'est dans les tops, là. C'est vraiment dans l'état. On n'a rien d'aussi fort que ça au Canada. Là. C'est très, très fort. Comme on dit au Québec, c'est pas des deux de pique, là. Non, exactement, c'est ça. Et ils ont une mentalité progressiste, mais même eux, là, ils ont conduit une grosse étude. Et qu'est-ce qu'ils regardent? Qu'est-ce que tu Oui, regardes en je vais la sciences? mettre à l'écran Oui, aussi. Ça aussi, j'ai réussi à la traduire également aussi. Donc, c'est sur le site de
nouvelle de Karolinski Institute. Examen systématique des résultats du traitement hormonal chez les jeunes souffrant de la dysphorie de genre. Exact. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que en médecine, quand tu veux savoir si quelque chose, comment je peux dire, en vaut la peine d'être fait, tu dois regarder les risques versus les bénéfices. Et eux, c'est ça qu'ils ont regardé. Il y avait du data depuis longtemps parce que c'est un des premiers hôpitaux au monde qui faisait des transitions de genre chez les adolescents avec des bloqueurs. Et là, ils ont regardé les bloqueurs, puis ils ont regardé la liste potentielle d'effets secondaires, dont un qui est bien connu, si on en donne trop longtemps, pendant quelques années, c'est l'ostéoporose. Il y en a aussi d'autres qui sont bien écrits dans l'article, puis à la fin de l'article que je t'ai envoyé, tu cliques sur un lien, puis tu as la grosse étude au complet. Donc OK, ça, exactement avec toute la méthodologie, là, c'est parfait. pas sûr Je qu'il y tiens a à, beaucoup de... je Oui, tiens à préciser, je vais mettre le lien de l'étude dans la description de la vidéo également, aussi pour vidéo et les extraits audio de l'épisode. Donc, les gens, s'ils souhaitent les consulter par eux-mêmes, ils vont pouvoir le faire. super. Et là, eux, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'ils ont dit, oups, attendez un petit peu là. On n'est pas certain que les effets secondaires potentiels à l'heure actuelle, si on prend, si on prend l'ensemble des effets secondaires potentiels versus les bénéfices étant naturellement soulager la souffrance psychologique. Ça, tu peux la mesurer par moins d'idées suicidaires, moins de tentatives de suicide, moins besoin de recours aux antidépresseurs, etc., etc. OK? Et là, quand tu calcules les deux autres, ils ont dit on n'est pas certain. OK? On ne penche pas d'un côté, on ne penche pas de l'autre, mais on arrête d'en donner comme si c'était un traitement standard. Et lorsqu'on demande aux autorités suédoises d'ici la fin de l'année 2023 de revoir le protocole, puis nous, on met un hold en ce moment, et ce qu'on voudrait, c'est que tous les adolescents qui sont sélectionnés et qu'on se dit on a échoué l'ensemble des autres traitements possibles. Et là, on serait rendu à donner des bloqueurs. On voudrait qu'ils soient obligatoirement inscrits dans des protocoles de recherche. Tu comprends? Parce que OK, donc lorsque pour étudier le cas finalement, là. tout à fait. C'est que là, quand tu n'es pas sûr, OK? Là, une fois, c'est des cas qui sont très bien sélectionnés, vrai diagnostic dysphorie de genre. Mais là, tu te dis, à 14 ans, ça vaut-tu la peine? Est-ce que si j'y donne ça, si je calcule l'ensemble des effets secondaires potentiels, l'ensemble des séquelles potentielles, versus améliorer sa condition psychologique en faisant en sorte de bloquer la puberté et lui donner plus de temps de déterminer si, quand il va être plus vieux, s'il veut faire une transition de genre ou pas. Si on calcule tout, là, quand, quand tu en arrives à la conclusion que tu n'es pas certain, puis tu penches d'un côté ou de l'autre, ton hypothèse, c'est que ça pourrait potentiellement être correct, là, ça ne devient plus un traitement standard. Ça devient un traitement qui peut se qualifier de traitement expérimental. Et pour ça, il faut que tu fasses ce qu'on appelle des études randomisées contrôlées. C'est-à-dire que tu as un groupe témoin d'un côté, tu as un groupe et C'est tu ça, as parce que oui, en gros, c'est qu'il y a un doute légitime, puis d'un côté, on ne peut pas continuer nécessairement par crainte que ça devienne davantage négatif. Puis, dans ce cas-là, les jeunes mineurs qui ont ces expériences-là, il faut justement qu'ils soient encadrés dans la dite recherche pour pas qu'ils deviennent finalement des cobayes sans nécessairement avoir accepté de l'être, là, tu sais. tu as tout compris. Tu as tout compris, tu as très Mhm. bien résumé ça. Donc, moi, je pense que c'est raisonnable, cette approche-là. Puis moi, j'aimerais voir un peu. Je pense qu'ici, il faut se poser la question aussi. Puis il faudrait que nos groupes d'experts se posent également cette question-là. Étudient, tu sais, nous présentent un protocole, présentent des suggestions au gouvernement, comme ce que ces experts-là à l'hôpital Karolinska de Stockholm ont fait avec le gouvernement suédois. Parce que le gouvernement, c'est pas nécessairement des lumières dans tout. Là. Des fois, ils ont besoin d'être éclairés un petit peu. Là. C'est pas parce que tu es politicose dans la vie que tu es nécessairement au-dessus des autres, là, on s'entend. Donc, il faudrait qu'il y ait des recommandations d'experts et basées sur la littérature internationale parce que j'ai pas trouvé, comment je peux dire, j'ai pas trouvé ce genre d'études-là au Canada. Je te dis pas qu'elles n'existent pas, là, mais je n'ai pas trouvé
du data aussi riche que ce qu'on trouve en Suède par rapport aux études des processus de transition et de bloqueurs de puberté chez les adolescents. Je n'ai pas trouvé dans la littérature des données aussi riches qu'ils ont là-bas. Donc, ce serait peut-être, je pense que c'est très, très, très important là, de le considérer. Puis, puis moi, quand je parle de genre de choses comme ça, j'ai pas d'étiquette politique. C'est-à-dire, je suis ni libéral, ni conservateur, ni Non, progressiste, ni c'est le médecin qui parle. Là. Tu sais, c'est pas le médecin conservateur ou le médecin libéral, c'est c'est le médecin tout court. Là. exactement. Puis l'objectif en bout de ligne, c'est quoi? C'est de faire la meilleure chose pour les patients, et là, entre autres, on parle d'adolescents qui souffrent vraiment de dysphorie de genre. Pas, pas des cas qu'on n'a pas de doute, là, qui souffrent vraiment. Et c'est sérieux. La dysphorie de genre, c'est sérieux. Ça peut amener énormément de souffrance. Et il faut faire la bonne chose. Mais pour faire la bonne chose, il faut regarder ça avec un peu de recul. Puis quand il y a des gens crédibles, comme à Stockholm, qui nous mettent un drapeau d'alerte puis qui dit attention, là, on est dans une zone probablement plus expérimentale que standard, que de traitement standard, ben, il faut ouvrir l'oreille quand même, je pense. Je suis pas surpris du tout que ce soit davantage les pays scandinaves que le Canada qui pousse vers davantage de questionnements là-dessus. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de dogmatisme, une plus grande liberté de. Tu sais, on dirait qu'il y a pas. On dirait que les Scandinaves, eux autres, les tabous, ils savent pas c'est quoi. Ils se disent, peu importe si ça soit populaire ou pas, ou que, ce qui se passe, c'est à la mode ou c'est pas à la mode. Non, on est curieux de questionner ça, de virer ça à l'envers, de voir si C'est finalement vrai. c'est-tu si bon que ça. Ils ont un côté tellement très, je cherche le mot ici, mais très, j'ai le mot libéral en tête, mais c'est pas nécessairement ça, c'est un mot plus précis, ça va m'en revenir. Mais sont tellement curieux de nature et tellement que les autres, ils se disent ah non, mais on peut pas faire ça, tu sais, sinon les gens nous aimeront pas. Alors, ça, c'est populaire, faut pas mettre ça en question. On dirait qu'ils ils sont là pour briser les dogmes, moi, j'ai l'impression. Ils ont plus de facilité à vouloir faire ça. Je te poserai une question, Karim. Tu sais que le gouvernement Legault a instauré, ben, via Bernard Drinville, mais là, je sais que c'est la ministre de la Famille qui va s'occuper du dossier, le fameux conseil de sages qui veulent rassembler au gouvernement pour parler de la question de l'identité de genre et tout. Certain que ça serait merveilleux, mais penses-tu que ça serait possible que ces gens-là, ils pourraient envoyer une invitation à justement à l'école, pas l'école, pardon, l'hôpital Karolinska pour envoyer peut-être un représentant pour parler de ça. Je comprends que c'est pas au Canada, on parle de Ben, l'étranger, mais sachant que ça a l'air d'être les fers de lance dans le domaine, ou du moins dans l'étude de tout ça, je pense que le conseil serait fort apprécié dans une commission comme ça. moi je pense que oui, je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient recrutés à l'international, qui soient impartials. C'est sûr que ça peut pas juste être des anciens chroniqueurs pro-QS, là. Sinon, ça Non, c'est marche ça. pas, là. Ou Donc, des mais gens, ou des gens François j'exagère, Lisée, là. là, tu sais. J'exagère en disant ça, là. Je sais qu'il va y avoir des experts, mais ça prend des gens, comment je peux dire, ça prend de l'hétérogénéité dans les compétences, ça c'est sûr et certain. Parce que, tu sais, je veux dire, sur la question hormonale, c'est beaucoup des endocrinologues qui ont la compétence. Sur la question de la santé mentale, on parle plus de personnel soignant, psychologue, psychiatre, Pédiatre. pédiatre, pédopsychiatre, parce que la question, elle est pluridisciplinaire. Hein? Tu sais, si tu es un pédopsychiatre, tu n'es pas un spécialiste de l'hormonothérapie et des effets Non, c'est ça. secondaires de l'hormonothérapie. Donc, et ça prend des chercheurs, ça prend des gens qui sont. C'est un peu ça qui est ton contradictoire, Karim, parce que regarde, le côté qui est pour vraiment pousser ça de l'avant, la transition et l'ouverture, tu sais, on parle souvent, en tout cas, je ne connais pas le titre actuel, mais souvent, c'est des conseillers en transition ou un peu comme des aides à vouloir tu sais, aider à transitionner les gens. Je paraphrase le titre officiel ici, là. Mais ça a l'air être du moins, ils ont l'air à s'auto-déclarer comme un peu comme un genre de melting pot de toutes ces compétences-là, finalement, alors que c'est un peu. À moins que tu vraiment à moins que tu réellement tous les diplômes pour backer Oui. tes propos et tes compétences. Disons que le fait qu'il y en a autant, selon moi, ils n'ont pas tous fait 5-6 doctorats, toute la gang. Là. Ben c'est ça. C'est sûr que au niveau de ce sujet-là, tu n'auras jamais un expert absolu C'est ça. de la transition de genre qui peut te parler. En une personne, toutes les compétences spécialisées ne peuvent pas exister pour ce sujet qui est trop large. Mais les patients et les patientes qui sont prises en charge, elles sont prises en charge, par exemple, par des équipes multidisciplinaires. Là. Ça, c'est clair. C'est pas juste, il n'y a pas juste un doc en haut de ça qui décide tout. Là. Ça ne Non, c'est fonctionne ça. pas comme ça. Puis il y avait un dernier point qui était quand même assez important, c'est que c'est au niveau de la loi. Hein? Puis ça, c'est un débat qui est assez juridique. C'est-à-dire, en Suède, c'est clair, tu veux changer ton sexe de façon finale avec une chirurgie,
ça prend 18 ans. OK? Ici, c'est 14 ans. OK? Au Canada, c'est 14 ans pour consentir. Là, si tu dis que c'est Avec, 18 ans, avec approbation des parents, j'assume. non, 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 non. Ben, en Suède, c'est approbation des parents ou non, OK? Et Mhm. ici, c'est 14 ans. Tu peux consentir à tes soins à partir de 14 ans si tu remplis ce qu'on appelle les critères de la Nouvelle-Écosse, qui veulent dire que OK, d'accord. tu comprends quand même les risques. Si tu as 14 ans, c'est pas statutaire dans le sens que si tu as 14 ans, mais tu as la maturité de 10 ans, ça passera pas. Là. Mais si tu es 14 ans en moyenne, on considère que au Canada, l'enfant est le mieux placé. OK? C'est le législateur qui dit ça, c'est Oh, pas ouais. moi, mais que l'enfant est le mieux placé pour prendre des décisions en ce qui a trait à son propre corps si le traitement est médicalement indiqué. OK? Ça veut dire que tu ne peux pas à 14 ans arriver et dire j'aime pas mon nez, je vais aller voir un chirurgien plastique, je vais me refaire faire le nez. Ça n'arrivera pas. Ça, tu Co- ne peux Comme un couple à retraite peut pas, justement, le principe du Viagra, quand il dit je demandais à votre médecin, puisque justement, c'est pas fait pour tout le monde, c'est pour ça que c'est sous prescription. C'est pour ça que- c'est Fait ça. que ça fait ça. Ça fait qu'il faut qu'il soit exactement. Donc, mais toi, à ton âge, si tu n'aimes pas ton nez, tu vas voir un plasticien, il peut te le refaire. Tu es adulte, c'est correct, C'est ça. mais le traitement n'est pas jugé indiqué médicalement. Là, maintenant, la question, c'est que la dysphorie de genre, pourquoi ils ont le droit au Canada de consentir à partir de l'âge de 14 ans? C'est qu'on considère que si il y a un vrai diagnostic de dysphorie de genre de poser, il peut y avoir indication médicale pour soulager la souffrance. Tu comprends où la nuance? Oh, Hein? ouais. C'est pas évident. Puis là, moi, je suis d'accord. Personnellement, puis ça, c'est pas, comment je peux dire, c'est moi personnellement, là, puis mon opinion ne vaut pas plus qu'un autre citoyen. Là. Moi, je pense que quand c'est irréversible, 18 ans comme en Suède, c'est tout à fait raisonnable. Mais là, tu vas embarquer dans la dynamique. Si tu veux faire ça, tu vas dire, OK, mais si tu proposes ça, OK, on comprend ton point, mais là, il y a d'autres choses. Mais là, il y a d'autres choses dans la loi. Est-ce que l'enfant peut consentir à ses traitements de chimiothérapie à 14 ans ou il faut que ce soit les parents à ce moment-là? Est-ce qu'à 16 ans, il peut consentir à tel type de chirurgie? Tu comprends mon point? C'est ça, On va. parce que justement, contrairement, par exemple, à l'opération de me faire changer le nez, autant que oui, c'est cosmétique quand je parle vraiment d'apparence physique, mais c'est pas uniquement que ça pour ce qui est de transition de genre, ou soit Non, les hormones ou justement les mastectomies, autant que le principe l'objectif, c'est oui, physique en termes de changement et en termes de comportement, et en termes d'hormones et tout ça, mais bien sûr, ça peut créer des débalancements au niveau de ton corps, au niveau sous dépendant de ta propre santé personnelle. Fait que c'est pas juste une question de on te coupe quelque chose ou on t'enlève quelque chose, puis ça finit là, finalement. non, 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 c'est ça. Fait que c'est quand même assez complexe parce que là, si tu dis que tu mets ça à 18 ans au Canada, là, tu rouvres quand même, là, tu ouvres la porte à dire oui, mais tel autre traitement, on va le mettre à 18 ans aussi à ce Ah, moment-là. ça crée un précédent, là. Ça crée un précédent, puis c'est là que ça devient compliqué sur le plan sur le plan de la législation, puis tu ouvres une porte. Moi, j'aurais pas de problème à l'ouvrir, cette porte-là, mais certains juristes vont dire ouais, mais attention, là. Puis certains aussi, c'est pas pour rien que les enfants ont le droit de consentir à partir de 14 ans, c'est-à-dire que parfois, tu as des parents tout croches aussi qui pourraient empêcher Mmh. leurs enfants d'avoir les traitements. Ouais. Est-ce que c'est majoritaire? Non, mais ça existe. Le législateur n'a pas passé cette loi-là pour rien. C'est basé quand même sur certains cas où est-ce que les parents nuisaient clairement aux soins médicaux des enfants. C'est Donc, ça. Puis le concept du consentement est tellement débattu dans plein d'aspects. Des fois, certains diraient que c'est contradictoire quand on parle, par exemple, je comprends que c'est plus le cas au Québec, mais avec le cas de la SQDC, que c'est 21 ans, mais tu sais, à 18 ans, tu peux voter, tu peux boire, mais tu peux pas fumer du pot, ou justement le consentement sexuel qui est à 16 ans au ouais, Canada. Tu sais, puis il y en a qui disent ah, mais tu peux ouais. pas faire ci au Canada, tu peux quand même pas faire ça à cet âge-là, mais ça, tu peux le faire. Fait qu'il y a tellement de. Des fois, Ouais, c'est certain. La SQDC, tu sais pourquoi? C'est quoi la rationnelle du pot en arrière de Oh, ça? oh, C'est que de te souvenir, c'est que, d'un, parce que vu que le fédéral avait amené ça, puis disons, ma théorie personnelle, c'est qu'à l'époque avec Couillard, puis ensuite Legault, le gouvernement était dans une mentalité un peu, entre guillemets, matante, là, tu sais, ma tante aime pas la drogue, prends pas de drogue, mon petit gars, fait qu'on va le mettre le plus haut possible légal qu'on était capable de le faire parce qu'on veut pas que nos jeunes prennent de la drogue. ouais, Tu sais, ben, ouais, ça, c'est l'explication politique, mais il y a quand même une explication médicale, c'est que OK. tu as des études qui démontrent que avant 22 ans, OK, Ah, le cerveau? de prendre trop
pot, ça peut déclencher des schizophrénies. Ah, Donc, d'accord. c'est un Ah, petit peu, ouais, c'est un petit peu intéressant. ça. Là, après ça, il y a la question de se dire, ben là, si à 18 ans, tu es rendu à 18 ans, tu veux détruire ton corps, ça te regarde, c'est C'est correct, là. ça, ben, On sent. Ouais, comme certains diront, si tu veux te scraper le foie à boire comme c'est pas possible à 18 ans, ben, c'est ça, tu sais, the choice is yours, là, tu sais, exact, t'as compris exact. les risques. Avant qu'on se quitte, Karim, je voulais quand même revenir sur l'article du National Post, parce qu'il y a quand même Oui, des chiffres reliés oui. à ça, justement. On a teasé un peu le genre, je vais quand même remettre l'article ici. Donc, en fait, c'est que c'est des données des chirurgies, principalement des mastectomies au Canada. Oui, Donc, je lis ici. Les hospitalisations et les visites de chirurgie d'une journée pour les mastectomies bilatérales pour la chirurgie de changement de sexe ont fortement augmenté, passant de 536 en 2018-2019 à 985 au cours de l'exercice de 2022-2023, selon les données du National Post par l'Institut canadien d'information sur la santé. Sur les 4071 visites au total impliquant des mastectomies ou des réductions mammaires affirmant le sexe signalé depuis 2018, 602 concernaient des jeunes de moins de 18 ans. Et puis on dit parmi ceux-là, 303 impliquaient des adolescents de 17 ans et moins. Le plus jeune avait 14 ans. C'est quelque chose. On spécifie dans l'article, par contre, que les données, étrangement, les données des hôpitaux du Québec et des cliniques privées comme les cliniques McLean en Ontario ne sont pas comptabilisées exact. dans ces chiffres-là. Donc, ça veut dire que le nombre pourrait peut-être être plus grand, malgré Mhm. durant les dernières semaines, j'ai vu dans l'actualité que supposément, en tout cas, je ne sais pas si c'est absolument vrai, mais les médias avaient l'air de dire qu'il n'y a pas eu il y a pas eu un mineur qui a eu une chirurgie de changement de sexe au Québec depuis au moins Exact. deux Oui, trois ans. et depuis 2016 de mémoire, qui OK. disait. Depuis 2016 ou 2017, là, c'est le nouvel article de la presse qui est sorti. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est Exact, cette ouais, c'est semaine, ça. la semaine Ouais, passée ou les exactement. semaines. Donc, tu sais, faut quand même dire, le nombre n'est pas faramineux. Là. Faut quand même, Sur faut quand même 30 quelques millions de personnes, c'est sûr que c'est très peu. c'est ça, faut quand même le mentionner. Là, on ne parle pas d'un fléau. Là, la question que tu peux te poser, c'est pourquoi ça augmente. Ça, c'est la question à se Hmm. poser. Pourquoi ça augmente? Est-ce que c'est parce que, je veux dire, on diagnostique plus? Et si on diagnostique plus, est-ce que c'est parce qu'il y a plus de bons diagnostics posés, puis avant, on en manquait? Ou c'est parce qu'il y a des diagnostics qui seraient erronés dans tout ça? Est-ce que, je veux dire, la technologie s'améliore? On est capable de faire des chirurgies aujourd'hui beaucoup plus facilement qu'on en faisait avant avec la technologie. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé mes études en médecine, des chirurgies de changement de sexe, tu en avais un au Québec qui était capable de faire ça chez les adultes, là, je parle. Puis c'était, je veux dire, il était de renommée mondiale. Là. C'était une entité qui était très, très C'est Économie 101, hein, créer l'offre et la demande suivra un peu. Tu sais, c'est un peu le principe ouais, aussi. ou un peu, ou sur le plan philosophique, ceux qui sont intéressés par la philo, un peu, ils peuvent lire Martin Heidegger, c'est-à-dire la Ouais. technique, c'est que quand tu as une technique qui est disponible, de façon générale, les indications, tu vas aller vers cette technique-là et tu vas avoir plus de, comment je peux dire, tu vas avoir plus de propension à aller vers la technique, vers la technologie en question, puis ça t'ouvre Ouais. un marché. La question qu'il faut voir, puis moi, c'est ça qui m'intéresse le plus. Puis je pense que c'est pour ça que j'aime bien la façon suédoise de faire, c'est-à-dire lorsqu'on fait des choses comme ça, moi, je pense qu'irréversible 18 ans, je serais tout à fait à l'aise avec ça. Mais pour les bloqueurs, puis aussi pour les chirurgies, mais même les chirurgies chez les adultes, ce serait intéressant de bien suivre les patients chez les jeunes adultes, par exemple 18, 19 ans, 20 ans. Ce serait intéressant de bien suivre les patients puis d'avoir des données. Combien le regrettent? OK? Apparemment qu'il n'y en a pas beaucoup quand on regarde dans les statistiques, c'est vrai. Puis avoir un data pour faire après ça des statistiques Parce, avancées. parce que c'est Et ça, c'est au fil du temps, c'est qu'on n'a pas encore tout le processus à la limite, transition jusqu'au décès. Puis quand je parle de décès, je parle pas de suicide nécessairement, mais vraiment, mettons, tout à fait. quelqu'un vit toute sa vie après transition, puis on voit tous les effets par rapport jusqu'au vieillissement, jusqu'à la période du décès. Donc, Extrêmement important, ça. donc c'est encore, comme on dit, c'est work in progress. Là. Tu sais, c'est C'est ça. vraiment, on en apprend chaque jour là-dessus, puis autant qu'on pourrait se fier à se dire c'est une bonne chose, mais peut-être, je sais pas, je dis de la merde ici, excusez-moi, là, mais mettons, je sais pas, à partir de la cinquantaine, il y a des complications qui peuvent peut-être se créer, on le sait pas, avec le vieillissement, on n'a aucune idée, peut-être qu'il n'y aura absolument rien aussi, ou peut-être qu'il y a Ouais. certains bénéfices, on ne sait pas. Donc, c'est vraiment au fil du temps, en voyant ça, que ça va finir par se peaufiner. Là.
Tout à fait. Puis ça devient des questions de société aussi. Le dernier point, c'est sensibilité versus spécificité. Mm. Sensibilité, c'est quoi? Je le répète de temps en temps, là, mais c'est des concepts importants si on veut analyser les choses, les études, puis plusieurs phénomènes. Sensibilité, c'est lorsqu'un événement existe, ta capacité à le détecter. OK? C'est-à-dire ta capacité, disons, en médecine, ta capacité à le diagnostiquer avec un test ou un protocole diagnostique. La spécificité, c'est quand l'événement existe, que tu es sûr que c'est le bon événement. Tu comprends? Mm. Donc là, tout Ciblé. dépendamment. Donc, c'est sûr que plus tu es conservateur comme société, puis c'est pour ça que c'est des choix de société, hein, plus tu es conservateur comme société, plus tu vas avoir tendance à être sévère, à vouloir de la spécificité pour les traitements de changement de genre. Et plus tu es progressiste, plus tu vas vouloir être plus sensible et dire on aime mieux d'en échapper puis avoir quelques mauvais diagnostics puis ils le regrettent que de faire en sorte qu'il y a des jeunes qui souffrent de dysphorie de genre et on n'a rien fait pour eux. Tu comprends un peu? Donc, ça dépend. Ouais. Donc, une société comme le Texas ne verra pas les choses de la même façon qu'une société comme le Québec, fort probablement pas. Québec, très, très, très progressiste. Texas, plus conservateur. Donc, tu sais, je pense que mais il faut toujours garder comme but le bien de ces jeunes-là et le meilleur traitement possible pour eux avec le moins d'effets secondaires, naturellement. Parfait. Écoute, Karim, je pense que ça va être une bonne rentrée. Sérieusement, c'est fort intéressant. Puis c'est le fun de jaser de ça vraiment de manière très, je dirais pas impartiale, on a tous nos billets, bien évidemment, mais vraiment, comme on dit, comme dirait mon père, jaser ça frette, à frette Ouais. comme ça. Tu sais, on va vraiment les donner, puis on parle de ce qui se passe autant d'un côté comme de l'autre. Puis notre but, c'est pas de vouloir diaboliser nécessairement la pratique, mais vraiment pour dire que c'est pas, comme on dit, c'est pas une science infuse, c'est une science en progression. Il y a encore de la job à faire. C'est pas une question qu'on devrait tout scraper ça du jour au lendemain, mais comme on dit, toujours être prudent, marcher un pas à la fois, puis voir ce qui se passe, voir les réactions et voir qu'est-ce qu'il y a de possible, puis toujours être vigilant. Puis voir, puis comme tu l'as dit au début du segment, le fameux principe de risque versus bénéfice qu'on connaît très bien depuis quelques années à cause d'une certaine période que je ne nommerai pas parce que je suis pas à la bout. On la connaît toute en grande partie. Écoute, Karim, on se voit la semaine prochaine. Super, ça m'a fait plaisir. Bonne semaine Yes. à tous. Bonne semaine. Ouais.